Bon, alors, moi, bien sûr, je pense que c'est interactif. Je remercie aussi Adil d'être présent. Et on échangera. Et surtout, effectivement, on a hâte de connaître effectivement ce qui a été mis en place dans le Chablais, parce que quand même, ça reste toujours le benchmarking, c'est ce qui marche le mieux, et que le progrès, les démarches de progrès, c'est plus que du progrès, parce que c'est presque arrivé au bout, doivent être partagées. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de compte, on va pas parler de, même si en off, quand on a échangé, la remontée d'informations à ce jour sur les comptes 2022 avec des AG 2023, c'est-à-dire c'est récent, il y a une bonne remontée, un taux de remontée, je parle même au niveau national, hein, qui est très bon, ce qui veut dire que progressivement, on s'approprie ces contraintes, effectivement, de remontée des comptes. Nous, on veut surtout parler aujourd'hui, c'est de la mise en place et respecter les procédures de contrôle interne. Je crois que c'est ce qui est important parce que c'est effectivement, vous le verrez, hein, alors ça, j'étais côté commissaire au compte. J'espère que votre commissaire au compte, vous avez déjà tous des commissaires au compte. Donc il y a déjà un premier contrôle externe, mais lui, il a une mission qui est prévue par la loi et qui est là pour certifier les comptes. Bien sûr, il a d'autres missions qui sont prévues, mais j'espère qu'elles ne rentreront jamais c'est la procédure d'alerte et c'est l'aspect pénal, c'est écrire au procureur de la République pour des détournements. Alors, je mets le côté sud à part. Et après, il y a une organisation interne sécurisée et effectivement, avec je veux dire, ce nouveau, effectivement, alors, ces créations de comité des risques. Parce qu'on va en parler. Alors, peut-être déjà on l'avait, mais sans l'appeler comme ça. Sa composition pour être indépendant par rapport au bureau. Et tout ça, je crois qu'on va échanger, effectivement, et surtout ceux qui l'ont déjà mis en place. Nous-mêmes, encore dans la coordination, on avait ce genre d'outils, mais c'est moi qui le présidais, avec le trésorier. Donc là, je pense que sur, euh, sur les exigences de performing, on n'est pas très bon. Donc, on va bouger aussi. Donc, je rappelle quand même que vous n'êtes pas lâché non plus dans la nature par rapport à ça, puisque quand même Performine a mis en place des outils, hein. Je rappelle, il y a la norme comptable, il y a la vie associative, et puis surtout, il y a tout ce qui est procédure interne, puisqu'il y a eu des fiches qui ont été créées. Il y a les foires en question, fiches méthodo, puisque nous-mêmes, avec Marilyn, on a participé à certaines. Donc voilà, je lance effectivement une heure et demie de débat sur un sujet qui est peut-être qui est assez technique, mais je pense qu'il est important pour l'avenir de nos plateformes. Moi, donc juste revenir, hein, pourquoi le deal interne? L'objectif, c'est prévenir, sécuriser, progresser ensemble. L'objectif, bien sûr, est de limiter les risques, protéger les gouvernances. La gouvernance, c'est pour ça qu'on aurait mis voilà, qu'il y ait un petit peu plus de présidents, harmoniser et partager des pratiques communes et bien sûr essayer d'aller sur la simplification. Je vous rappelle juste que le guide sur les procédures répond à deux exigences de performine. L'exigence numéro 9 et l'exigence numéro 18. Mettre en place et respecter les procédures de contrôle interne, on va y revenir, et mettre en place une organisation interne sécurisée. Ça, tous ces objectifs-là, on a quand même du temps pour le mettre. Alors du temps, oui et non, hein, le temps tourne vite. Mais voilà, c'est une mise en œuvre progressive. On est sur 23, 24. Et ces critères-là deviennent critères de qualification fin 2024. Et donc, juste vous rappeler quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais tous ces documents sont sur Filine, donc je vous invite à aller quand même régulièrement sur Filine. On y retrouve la norme comptable, la vie associative, et au niveau de la procédure interne, celle-ci, elle est constituée de deux parties, plus une foire aux questions suite au webinaire qui avait eu lieu, je ne sais plus, en mai, je crois, en avril ou mai, et d'une fiche méthodologique sur le comité des risques. Voilà un petit rappel rapidement des documents de référence que vous devez avoir connaissance. Et là, je passe la main du coup à Adil. Merci Marilyn. Et puis, Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est ma première aussi, un peu comme Serge. Donc, je tiens déjà à remercier la coordination régionale Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Serge, Hélène et Marilyn, d'avoir organisé ce temps d'échange.
Comme il l'a précisé Serge, franchement, c'est enfin, le guide des procédures, la norme comptable, tout ce qu'on est en train de mettre en place dans Performine, il faut pas le prendre enfin, comme une contrainte, mais plutôt un outil structurant dans le cadre de l'organisation et le fonctionnement d'une association. Et pour les instances politiques, aussi un outil de maîtrise de risque et anticipation des risques et un outil structurant aussi pour tout ce qui est pilotage de l'activité. Quand je dis pilotage de l'activité, c'est que ce soit sur la partie prêt ou sur la partie fonctionnement. Donc là, enfin, on va essayer de répondre au maximum à vos questions et vos interrogations. Peut-être, je ne sais pas à quel moment on va donner la parole à Initiative Chablais qui a tout mis en place. Donc c'est très très bien. Juste un petit point sur Performine. Enfin, moi, ça fait 1 an que je suis à la coordination nationale au service qualité et Serge aussi, Marlene, ils peuvent enfin, témoigner sur la partie commission des finances. C'est qu'on ressent quand même une certaine réactivité et un certain effort de la part des associations locales au niveau national. Que ce soit des associations ajournées, que ce soit des associations avec avis favorable avec réserve. Et dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait avec eux sur la partie gouvernance, sur la partie comptable, sur la partie gestion, on sent un effort, on sent un dialogue, une communication et surtout plus de collaboration avec les experts comptables. Parce que les experts comptables, des fois, ils ont des questions voilà, sur quelques indicateurs de benchmark financier, sur l'interprétation de certains indicateurs comme le taux de provision, le taux de perte, on va rentrer dans le détail après. Et on sent quand même une certaine réactivité, collaboration globalement au niveau national. Bon, après, ça dépend des situations, mais globalement, c'est plutôt positif. Donc, du coup, par rapport aux procédures internes d'Initiative France, ben là, on va faire un focus sur l'organisation du contrôle interne, la procédure d'expertise d'un dossier, enfin, d'une demande de prêt d'un porteur de projet, le rôle du comité d'agrément, la procédure des décaissements des prêts, le suivi des impayés, le rôle du comité des risques et un zoom sur la fonction clé au sein d'une association, c'est la mission du trésorier. Et bien évidemment, je vous expliquerai le lien qu'on va retrouver normalement dans le futur système d'information ARCA. Donc, N'hésitez pas, voilà, à poser des questions dans le chat sur le côté, puis au fur et à mesure, Adil, je te délirai, peut-être qu'on fera des petites pauses, on va voir. OK? pas de problème. Si je peux juste passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, sur l'organisation enfin, du contrôle interne au sein d'une association, là, on va faire une présentation, un focus sur les instances politiques qu'on doit normalement retrouver dans l'organisation d'une association classique, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration, qui est un organe de surveillance, le bureau, qui a un rôle de pilotage, et la direction générale. Quand on parle de direction générale, c'est le directeur, c'est tous les salariés permanents, c'est toutes les personnes du back-office. Et bien évidemment, enfin, tout ce travail de contrôle, de maîtrise de risque et d'anticipation du risque, enfin, un système d'information, on va dire, performance, c'est complémentaire et c'est efficace et ça facilite un peu le quotidien de tout le monde, que ce soit les salariés permanents, que ce soit le trésorier, que ce soit le président en termes de reporting. Sur la partie gauche, c'est là où on parle des comités spécialisés du conseil d'administration, à savoir le comité d'agrément et le comité des risques. Et sur la partie de droite, la relation que l'association a avec le réseau, et notamment la coordination nationale, et tout ce qui est comité éthique, commission des finances, et le rôle très, très, très important des coordinations régionales. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Alors, pour la procédure d'expertise, les documents pour expertise, ça c'est vraiment l'étape, c'est pas on met des points d'alerte, mais on insiste et surtout on donne des préconisations et des recommandations
sur les éléments qui constituent la demande la demande d'un porteur de projet quand il présente, quand il fait une demande de prêt. Et donc, on a fait le listing d'une checklist de documents que pour nous, on trouve que c'est très, très, très important pour avoir la double vision, que ce soit sur le projet ou que ce soit sur la personne. Et donc là, on a fait une checklist que vous allez retrouver dans Arca, mais pour l'instant, on ne la rend pas obligatoire parce qu'en fait, ça dépend de la particularité, le fonctionnement de chaque association, de chaque région. Donc pour l'instant, nous, on recommande, on préconise. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, mais ça fait partie des documents que vous allez retrouver. En tout cas, certaines choses, vous allez les retrouver dans Arca. Donc, notamment le business plan, le prévisionnel financier. Donc, il y aura des matrices modélisées dans le système, dans Arca. Le projet de statut, le devis pour investissement, la promesse de cession, quand il s'agit d'une reprise, les 3 derniers bilans, 6 projets de reprise ou de croissance. Donc ça, franchement, ça permet une sorte de protection pour le porteur de projet, avoir une idée sur l'évolution de la situation financière sur les 3 dernières années. Donc, avoir un bilan au compte de résultats, c'est très, très important, et un CABIS, 6 projets de développement ou de croissance. En plus des éléments complémentaires, bien évidemment, sur la personne, sur le porteur de projet, ça veut dire un CV, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, dernier avis d'imposition, les 3 derniers relevés de compte, une fiche patrimoniale et un justificatif des apports personnels. Pardon. Donc voilà, donc cette expertise, le mixte entre les éléments du projet et les éléments sur la personne, ça permet au chargé d'affaires ou la personne qui gère, parce que des fois on se retrouve dans des situations, dans des associations locales, il y a une personne qui fait tout. Bon, ça fait partie des sujets, les difficultés pour chaque association, mais ça permet au chargé d'affaires de faire une analyse précise sur le projet, sur la motivation et la qualification de l'entrepreneur et le scénario économique et financier. Et ça lui permet aussi de faire une synthèse motivée qu'il va présenter par la suite au comité d'agrément, qui par la suite jugera, donnera son avis. Peut-être il y a des questions, on peut continuer. Alors oui, il y a des questions, Adil. Déjà, peut-être on peut requalifier, ce qui s'appelle pré-comité, c'est que certains d'entre vous ont des comités techniques, en fait. Donc c'est ça, hein, le pré-comité. Lydie demande que tu précises qu'est-ce qu'on considère dans le réseau comme une moyenne ou une grande association. Parce qu'en fait, c'est écrit moyenne et grandes associations pour le pré-comité. Je pense qu'on peut avoir comité technique quand on est une petite asso aussi, ça marche. Ça dépend de vos organisations internes. En fait c'est le pro-comité, on l'a précisé, c'est optionnel. Mais quand on parle de moyenne et grande association, pour moi, c'est surtout les ressources humaines en interne qui vont gérer justement cette partie-là d'analyse, parce que les ressources humaines, que ce soit les salariés ou les bénévoles, c'est ce qui fait la force d'une association, ce qui fait absorber la charge de travail. Donc, on a dit moyenne et grande association en lien aussi avec les ressources humaines en interne. Mais du coup, précisément, est-ce qu'à 6, on est grand, on est moyen? Est-ce qu'à 12, ça répond pas à ma question là en l'état. En fait, on n'a pas de données chiffrées vraiment précises sur vraiment. On n'a pas une classification au niveau du réseau sur moyenne et grande association. On a des sujets en cours, notamment, je pense que Marie et Hélène sont au courant sur le sujet de la taille critique d'une association. Et donc, c'est un sujet en cours. Et pour faire des moyennes vraiment précises, par région, en fonction de la taille de chaque association, pour l'instant, on n'a pas de chiffres précis. Voilà, mais Lydie, pour te répondre dans le sens, simplement, on est attentif dans le cadre de Performance sur la taille des associations et ce qu'on leur demande. Ça ne veut pas dire que si on est une petite, on ne peut pas faire de pré-comité. Ça ne veut pas dire que si on est une grande, on est obligé de faire un pré-comité. Rien à voir, en fait. J'ai bien compris que ce n'était pas l'état d'esprit, mais comme Voilà. je sais que toute la procédure, il est régulièrement fait état de choses qui sont à mettre en place
parfois de manière obligatoire quand on est une moyenne ou une grande. J'ai bien compris, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si je suis petit, je peux faire un comité technique, ça, c'est pas ma question. Et c'est simplement comme on fait référence à cette notion de dimension, Mm. il semble évident qu'il faut qu'on soit clair sur à quel stade on considère que voilà, ça devient une obligation parce qu'on est dans les moyens ou les grands. Je trouve que ce serait un élément à préciser, Ok, même si j'ai compris que, en fonction des ça régions, marche. Et puis, alors, ok. Et autre question qui était, tu as évoqué, Adil, que la checklist des documents, elle n'était pas obligatoire pour l'instant. Pour vous expliquer le travail qu'on a fait dans la construction de Arca, on s'était dit, à un moment, on s'est posé la question. Ces documents-là, bien évidemment, la plupart d'entre eux, enfin, tous, vous les réclamez de toute façon dans l'étude du dossier. Je ne pense pas qu'il y ait des associations qui ne les demandent pas. Et on s'était posé la question dans le process de se dire, est-ce qu'à un moment, c'est bloquant pour passer à l'étape d'après? On a plutôt fait le choix pour l'instant de ne pas rendre bloquant parce qu'on sait bien que dans la réalité de terrain, et ça, donc, on a pu contribuer avec d'autres associations pour le dire, bah voilà, parfois, projet de bail, il n'y en a pas, on n'en aura pas sur le dossier, il ne faut pas que vous soyez bloqué pour continuer le travail sur le dossier. Donc, c'est dans ce sens-là, la question de l'obligatoire, c'est en fait que ce ne soit pas bloquant dans le process en fait, d'avancement du projet, j'ai envie de dire de manière digitale. Voilà. Mais le fait est qu'effectivement, ça n'a pas de sens si sur un dossier, il y a un bail et que le chargé de mission d'accompagnement ne réclame pas le bail. Enfin, le comité, ça fait partie des pièces dont il a besoin. Donc voilà. Donc c'est plutôt ça la question de l'obligation, c'était de bloquer le process d'avancement dans Arca. Voilà. On passe à la suite, Adil? Oui, merci. Attends, Serge, je veux préciser quelque chose. Oui? Oui, alors, je veux dire, effectivement, pour beaucoup, ça me semble logique, ça semble logique, et effectivement, c'est des documents qu'on retrouve, c'est bien de l'écrire, et surtout, moi, je me mets toujours dans une démarche, il ne faut pas oublier que, je veux dire, en limite, on manie des fonds, ça je l'ai déjà dit, mais surtout on fait des prêts. Donc il faut se positionner, même si on n'a pas cette obligation, mais BPI l'a, c'est ce qu'on appelle le KYC, c'est mieux connaître son client. Et indirectement, derrière, c'est quand on exige tout ça, c'est aussi, on contribue effectivement, même si on n'est pas concerné, nous, directement, mais on peut l'être, c'est la lutte anti-blanchiment d'argent. Et je trouve d'ailleurs, je le dirai la prochaine fois, il manque une chose, puisque moi, commissaire aux comptes, je suis concerné pour tous mes clients, c'est la notion de bénéficiaire effectif. Alors ça concerne surtout les projets de reprise. Parce que quand on démarre, bon, après sa petite SAS si c'est une société, mais la notion de bénéficiaire effectif est très importante et souvent elle est fortement demandée. Et je pense que dans le cadre de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, d'exigence effectivement, et surtout de montrer à nos financeurs que nous on met en place des procédures, ça a de l'importance, même si on n'est pas soumis à peut-être qu'un jour on le saura. Je veux dire, c'est se mettre dans une position comme pour les banques qui s'appelle le KYC. C'est bon, c'est de l'anglais, mais ça veut dire connaître mieux son client. Exactement, Serge. Donc, du coup, là, on passe au comité d'agrément et son rôle. Et en fait, c'est une instance statutaire et souveraine dont les membres sont adhérents de l'association et désignés par le conseil d'administration. Dans le président, dans un président, donc tous les membres et le président sont nommés par le conseil d'administration et, comme on l'a dit, sont adhérents de l'association ou issus d'un organisme adhérent. Donc, ce comité dispose d'une délégation du conseil d'administration pour engager les fonds de l'association. Pour délibérer, le comité doit respecter les deux conditions suivantes, c'est comporter 5 membres à minima et garantir la pluralité des compétences requises, CF le point 2, c'est-à-dire des compétences dans le domaine commercial, juridique, gestion financière et pourquoi pas une approche managériale.
statutairement, le comité d'agrément ne compte pas de membres maximum, mais notre préconisation, enfin après, chaque association aura le libre choix de fonctionner comme elle le souhaite. En fait, par rapport à la qualité de l'accueil de l'entrepreneur, la qualité des échanges et la qualité de la prise de décision, un maximum de 10 membres semble raisonnable. Après, si ça dépasse les 10 membres, pourquoi pas. Donc, le comité d'agrément est en charge d'examiner les dossiers de prêt d'honneur qui lui sont soumis, ce qu'on a vu dans la slide précédente, soit par le directeur ou le chargé de mission, d'écouter obligatoirement les porteurs de projet avant de prendre position, d'émettre des recommandations sur l'accompagnement à proposer aux porteurs du projet et de formaliser les décisions prises, et ce, quel que soit l'avis rendu sur les dossiers. Donc voilà, après, cette partie va intéresser plus Serge, expert comptable, commissaire aux comptes, sur le conflit d'intérêts. Donc, l'association octroie des prêts d'honneur dans le respect des règles définies dans les statuts types, à savoir une impossibilité de présenter au comité d'agrément un projet d'un administrateur, d'un membre du comité d'agrément ou d'un permanent de l'association. Un projet dans lequel un membre des comités d'administration d'agrément a un intérêt direct, prise de participation aux sessions d'activité. Un projet au profit de toute personne ayant un lien parental au premier degré avec les catégories de personnes évoquées, administrateurs ou membres du comité d'agrément ou un permanent. Et enfin, les membres du comité prennent l'engagement de ne pas participer aux décisions s'ils peuvent avoir un lien direct, relation commerciale par exemple, et on a déjà vu le cas dans certaines associations, ou un lien parental. Ça aussi, on l'a vu sans citer le nom de l'association. Je parle au niveau national, hein, je ne parle pas au niveau de votre région. Au deuxième degré, frères et sœurs avec le porteur du projet. Et normalement, je ne sais pas si je l'ai dit dans la slide d'avant, normalement, le formalisme comment dire, la synthèse financière sur le projet, ou que ce soit sur le porteur de projet, elle sera formalisée. On a mis un modèle type dans ARCA. Pour l'instant, encore une fois, on met des outils en place pour essayer de modéliser un peu le rendu à ce comité d'agrément. Donc ça, vous allez le retrouver dans ARCA avec une partie financière, une partie analyse de tout ce qui est business plan et projection financière sur les années à suivre. Donc, s'il n'y a pas de questions, parce que, excusez-moi, je ne vois pas les questions. Non, je crois que c'est maîtrisé au niveau du comité. Moi, j'ai une question. Ah, oui. Pardon, Daniel. Vas-y. Bonjour à tous. Je reviens sur l'histoire du conflit d'intérêts. Je suis surpris si vous voulez, on a dans toutes nos associations de France, on a quand même un paquet de chefs d'entreprise qui sont membres bénévoles chez nous. Le jour où ils vendent leur entreprise, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être, à la limite, leur successeur ne peut pas passer devant le comité d'agrément, devant une association pour venir chercher un prêt d'honneur. Ben non. Non, mais dans une autre association. Non, dans l'association, notre propre association. Je veux dire, nous, on a des membres du comité d'agrément qui demain vendront leur entreprise. Ça veut dire que leur successeur ne peut pas. Alors, moi, je pense qu'il peut. Non, attends, on parle des administrateurs. Dès lors qu'il n'est pas présent ce soir-là au comité, et point. Non. Oui, mais ça marche. Daniel, dites-moi si. Adil, c'est pas très clair, là. En fait, pas très clair. Parce que moi, je me suis déjà renseigné au niveau national. C'est pas clair du tout, là. C'est-à-dire que pour moi, dans les statuts types, un membre d'un comité d'agrément, il vend sa boîte, et ben son successeur ne peut pas passer. Pour moi, il ne faut pas qu'il participe au comité. Ça ne veut pas dire à ce comité-là. Pour moi, ça ne veut pas dire voilà, tout simplement. On est d'accord. Oui. C'est comme un banquier qui ne vote pas sur le dossier qu'il a amené. C'est pareil. Moi, je trouve que, alors là, dans ce que je vois, c'est un peu plus clair, mais jusqu'à l'ordre du jour, aujourd'hui, c'était clair que je sais pas moi, moi je vois, j'ai mon vice-président de l'association qui vendra son entreprise dans les mois qui viennent.
Ben, si je lis bien, il est vice-président de l'association. Ben, son successeur, dans les textes d'aujourd'hui, je ne trouvais pas clair. Je ne savais pas s'il pouvait venir ou pas. En fait, il ne doit pas se prononcer. C'est ce qu'on met, c'est les membres du On est d'accord. comité. Si Voilà. c'est que ça, parfait. Hein. Donc, Oui, les mais membres du comité, c'est ça, c'est exactement ça. Votre interprétation, votre remarque, elle est légitime. Et en fait, on le met bien. En fait, il peut être membre du comité d'agrément, mais quand il s'agit d'un membre de sa famille qui va, je ne sais pas, qui va présenter un dossier pour une reprise dans ce type de transaction, d'opération, bah, cette personne-là ne doit pas se prononcer, ne peut pas participer aux décisions s'ils peuvent avoir un lien direct, relation commerciale par exemple, ou un lien parental au deuxième degré, frère et sœur, avec le porteur du projet. D'accord. OK. Mais là, parce que c'est vrai que là, tu parles d'un vice-président, alors donc demain un président, c'est valable aussi ou est-ce qu'il vaut mieux pas, je dis déporter, parce que nous, dans nos régions, c'est plus facile de déporter, parce qu'il y a des départements où il y a pratiquement 4-5 associations. Normalement, tu dois faire un président que sur ton territoire. Ouais, mais là, parce qu'on dit administrateur, membre du comité d'agrément permanent. Membre du bureau, c'est une fonction quand même qui est un peu plus, où on implique un Ben, peu je vais plus. aller plus loin. Mon président du comité d'agrément, il a une entreprise, il a 62 ans. Hein. Ouais. Donc, il la vendra. Et il est président du comité d'agrément. Donc, si on me dit son successeur peut venir et lui, ce soir-là, il n'est pas là, il n'y a aucun problème, je trouve ça totalement logique. Hein. Et lui, le premier, Non, il non, mais ne voudra pas c'est y même être, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça, je veux dire, moi, à la limite, faut pas être parti pris, quoi, c'est tout. Donc, c'est Bah oui, normal. c'est une histoire d'intégrité de tous, quoi, tout Oui, tout à simplement. fait. Je crois que, d'ailleurs, D'accord. moi, je pense que c'est là-dessus. Oui. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. OK. OK, merci. Dans les autres assos, vous avez effectivement déjà eu des cas comme ça, non? Oui, si on l'a mis dans le guide des Ouais. procédures, c'est que, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on a déjà vu Ouais, des non, cas. mais il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y en Oui, avoir. Il faut les régler. De toute façon, à la limite, il faut mettre exactement. une. Il faut pas que ce soit bloquant, mais il faut les régler. Alors, nous, on avait eu le cas, effectivement, d'un membre du conseil d'administration qui revendait sa boîte. J'avais un petit peu les mêmes craintes que Monsieur Gaillard, je crois, si je lis bien. Mais effectivement, il n'est juste pas venu à ce comité-là. Mais c'était pas très clair, je suis d'accord avec monsieur, jusqu'à maintenant. Bon, ça sera clair maintenant. Adil, ça sera clair. Oui. Et après, si vous avez des cas vraiment spécifiques et vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, que ce soit moi ou Arnaud directement, donc il n'y a aucun problème. Si vous avez un Caroline, doute. Caroline, vous avez une question sur Oui, IPAC? bonjour. Excusez-moi, j'insiste. On a le cas, bien sûr, de banquiers qui participent au comité d'agrément. Nous, on leur demande de ne pas prendre la parole au moment de la décision. Ils peuvent être présents au moment de la présentation, mais ils ne prennent pas part au vote. Est-ce que ça vous convient? Ou expert comptable, ou etc. Mais je pense surtout aux banquiers. C'est-à-dire, il est membre du comité d'agrément, c'est ça? Oui, un banquier qui est membre d'un comité d'agrément et il se retrouve à un comité où il a un dossier qui est soit à l'étude chez lui, donc la décision n'est pas encore prise parce qu'il attend avec impatience un accord de prêt d'honneur, ou alors il est client chez lui tout simplement, il a déjà donné un accord. Est-ce que dans ce cas-là, il peut être présent lorsque le porteur de projet fait sa présentation ou est-ce qu'il ne doit juste s'abstenir de prendre la parole au moment de la prise de décision de l'accord ou du refus du prêt d'honneur? Alors, je prends ce point à vérifier, mais pour moi, un banquier ne doit pas se prononcer, surtout s'il a le dossier chez lui, au moment de la prise de la décision sur un dossier aussi particulier comme ça. Mais je vérifie, je vous ferai un Mais est-ce qu'il peut retour. être présent à la présentation? Ah oui, J'insiste. présent à la Présent, présentation, oui. Oui, c'est Et ça. est-ce qu'il peut Ouais. poser des questions, en fait? C'est ça aussi, surtout. C'est est-ce qu'il peut, par exemple, interroger le porteur de projet avant la décision? Je pense que la question, elle est là, Caroline, hein. Il est présent, il assiste. Est-ce qu'il peut Oui, poser des questions avant et ne pas participer à la aussi, décision? oui. Bah, c'est la pratique du réseau, hein. C'est ça qui a été traduit là-dedans, hein, normalement, hein. Donc, le banquier peut être là, il peut poser les questions. À partir du moment où on est dans le tour de table,
pour la prise de décision, comme il ne doit pas il doit pas faire preuve d'influence, à ce moment-là, il se retire du débat et du vote. Il ne faut pas qu'il soit comptabilisé. Il se retire de la salle ou que du vote? Il peut être Après, physiquement. alors là, il faut Ouais, être moi, dans je la pense, pratique terrain. Enfin voilà, s'ils ont la règle de départ et qu'ils ne prennent pas part au vote, je ne vois pas pourquoi ils doivent sortir de la salle. Après, si pour vous c'est plus confort de les sortir, sortez-les. Mais mais comment ça se passe, un comité d'agrément? On ne vient pas que pour un dossier. bah, c'est ça. Non, mais ça se gère bien. Enfin, Bon, je à la pense que limite, vous ça se l'avez gère en tous eu, amont. hein. Pareil pour un expert comptable. Si finalement ces personnes, c'est son client, bah, les deux sortent. Moi, ça me semble évident. Les deux ne participent pas parce qu'ils sont là pour la demi-journée pour voir X dossiers. Et quand ils sont concernés, bah, ils sortent. Puis c'est tout. Exactement, ça, c'est la même Pour moi, ce histoire serait que. plus évident parce que rester là et ne pas prendre la parole, bon, Yael, tu as une question? Oui, et du coup, est-ce qu'à titre exceptionnel, sur certains cas comme ça, parce que suivant la composition du comité, il peut y avoir, par exemple, l'expert comptable et le banquier, et il se fait que du coup, on n'a que 4 votants au lieu des 5. Est-ce qu'à titre exceptionnel, ça peut passer ou pas? Parce que c'est là où on est embêté, en fait, surtout. Oui, mais là, tu es hors style. Enfin, je réponds à ta place, Adil, dans la pratique, hein. Mais du coup, c'est pour ça qu'on on met un quorum à 5 et qu'on préconise entre 8 et 10 membres. Ce qui fait que vous ne soyez pas coincés. Est-ce que si tu découvres ça en plus au moment du dossier où tu vas être embêté pour ton quorum. Donc, il vaut mieux que vous ayez plutôt 8 ou 10 membres. Comme ça, vous n'êtes pas coincés si vous enlevez même 2 droits de vote. Ça passe. Ouais, des fois, dimanche, c'est compliqué. Je confirme. Juste une petite question, bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Si, bonjour. Oui. Petite question, bonjour, oui. Sur la problématique des banquiers, on a parfois des clients qui déposent leur dossier sur 3 ou 4 banques. Si les 3 ou 4 banquiers sont présents autour de la table, ça voudrait dire qu'ils ne pourraient même pas se prononcer. Aucun d'eux ne pourrait, alors je ne parle pas de se prononcer, mais participer au débat. Je pense qu'ils peuvent au moins participer au débat. Après, s'ils sont évidemment tous s'ils ont tous été contactés, mais sans avoir eu comment dire, de données d'accord au niveau de leur banque, est-ce qu'ils peuvent au moins se participer au débat? Bah, pour moi, c'est bon, hein. Ok. Cette pratique, en fait, il ne faut pas qu'ils votent. Ah, ok. Et donc, qu'ils n'aient pas, comme je disais, qu'ils aient influencé la décision pour que ça les. Enfin, soyons clairs, pour que ça les arrange. Le prêt d'honneur, il faut quand même qu'on se Bien remette sûr, dans non, le mais c'est évident. contexte, hein. Voilà, le prêt d'honneur, il sécurise énormément leurs risques. Donc, à un moment, voilà, il ne faut pas qu'ils influencent pour être sûr que. Donc, voilà, mais là, si l'entrepreneur n'a pas choisi en plus son réseau bancaire et qu'il est toujours dans son tour de table, j'ai envie de dire, ça n'a pas facteur d'influence dans ce cas-là, quoi. Ok, Il merci. faut que vous soyez assez pragmatique, hein. Oui, oui, c'est Voilà. logique. Le sens est de vraiment ne pas faire en sorte que vous soit reproché une décision Bien sûr. Bien sûr. sous facteur d'influence. Après, il faut faire avec voilà, pragmatisme et surtout, je pense qu'il faut être transparent en fait. Ces règles-là, vos membres de comité doivent les connaître. Et donc, je ne sais pas si, alors, vous me redites, mais je ne sais pas si c'est dans. Il y a l'engagement, en fait, on dit, cette prise d'engagement. Il y a des chartes d'engagement, il y a des associations, elles ont fait des chartes d'engagement pour leurs membres dans lesquelles c'est écrit. Et du coup, ils le savent aussi. Enfin, et du coup, la posture de chacun de vos membres, elle est normalement éthiquement OK, quoi. C'est logique. Merci. La finalité, c'est que la décision, faut qu'elle soit vraiment neutre, enfin, sur un dossier précis. On avance parce que je vois qu'il est 11h15. Alors, si j'arrive à avancer ma souris, ça marche? Décaissement du prêt, non, c'est ça. Oui, décaissement des prêts. Alors, sur la partie décaissement des prêts, enfin, les pratiques sont très, 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 très différentes au niveau du réseau. Donc, c'est pour ça qu'on a
On préconise un délai de 3 mois pour débloquer les fonds, un délai renouvelable une fois. Donc, s'il est renouvelable, on va dire, on part sur un délai de déblocage de 6 mois. Donc, ce délai permet aux porteurs du projet de réunir les pièces nécessaires, enfin, les pièces que vous connaissez mieux que moi, classiques, le contrat de prêt bancaire signé, un extrait cabis, les statuts signés, justificatifs des autres financements éventuels, acte de cession 6 reprises, bail définitive, attestation d'assurance, notice des minimis, RIP, autorisation de prélèvement. Je fais une pause, Adil, sur les minimis, parce que pour échanger avec quelques-uns d'entre vous, on vous rappelle, les minimis, c'est obligatoire l'attestation pour les projets de reprise, tous les projets de reprise, plus les projets d'agriculture, plus les projets de reprise de plus de, j'ai un gros trou, plus de 3 ou plus de 5. Donc, soyez vigilants parce que je sais que sur les reprises, c'est pas toujours fait. Donc, pensez bien à faire l'attestation de minimi dans ces cas-là. Pardon, je te laisse continuer à dire. Non, je t'en prie, non, c'est très important. Et donc, au-delà du délai de 6 mois, normalement, enfin, nécessité de représenter le dossier en comité d'agrément, sans présence obligatoire du porteur de projet. Et donc, cette partie-là, normalement, dans ARCA, elle sera tracée, formalisée en termes des délais au moment de la création, au moment de présentation du dossier au comité d'agrément. Donc, normalement, on va recevoir des alertes sur le comité d'agrément et les salariés permanents. Mise en place, virement et prélèvement. Donc, il faut saisir le RIB, la validation du RIB par le comptable ou le responsable ou le RAF. Le contrôle du RIB, ça c'est très, très, très important. En fait, ça fait partie des sujets que normalement on va retrouver dans ARCA sur tout ce qui est circuit de validation et contrôle au moins par 2, 3, 4 personnes en fonction, encore une fois, des ressources en interne et l'utilisation du code RUM pour identifier chaque virement. Il y a une question, je crois, sur le calcul des minimis. C'est au moment du décaissement ou de l'accord, date de décaissement. Alors, effectivement, vous indiquez quand vous saisissez votre décision que c'est un dossier qui est éligible, enfin, sur lequel il faut un calcul de SB, mais effectivement, c'est le jour du décaissement, enfin, c'est à la date de décaissement qu'il faut le calculer, puisque en fait, on le calcule avec Initiative France sur le taux européen, les taux d'intérêt européens, et du coup, comme ça bouge, faut le faire le jour du décaissement. Voilà. Et du coup, donc, pour le déblocage des fonds, c'est la suite de la procédure, toutes les associations sont concernées. Donc, bien évidemment, vérifier l'exhaustivité des documents transmis par le porteur du projet, s'assurer de la fameuse checklist qu'on a vue tout en haut des documents et valider dans son intégralité, et identification d'un code RUM, lequel constitue le dénominateur commun pour toute recherche et mise à jour, que ce soit dans IP2, ARCA, sur les relevés bancaires en comptabilité. Alors, juste une parenthèse sur le code RUM, parce qu'en fait, cette information, vous allez la retrouver forcément dans ARCA. Je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont, en dehors de Hélène, Lydie et Marilyn, qui ont participé à des ateliers. En fait, dans ARCA, l'idée, c'est d'automatiser des flux, tout ce qui est toutes les opérations financières de la banque vers ARCA et ARCA vers les différents systèmes d'information comptables pour chaque association. Et donc, du coup, la mise en place de ce code RUM, c'est justement pour automatiser les opérations et les fluidifier. Donc, il y avait vraiment une nécessité de mettre un code RUM en place, composé du code de région, le numéro d'association, le millésime et le numéro du porteur de projet qui sera normalement généré automatiquement dans ARCA. Moi, je parle maintenant, je vous parle du futur, ce qui va se passer. Je sais, on a eu des remontées de certaines associations au niveau du réseau, que chaque association, il y en a qui utilisent déjà un code RUM, mais ils ont une codification spécifique propre à leur association. Il y en a qui n'ont pas de code RUM. Et donc, l'idée pour harmoniser, modéliser tout ça, et surtout pour fluidifier ces flux
encore une fois, entre Arca, enfin, la banque Arca et système d'information, cette codification, vous allez la retrouver et je pense qu'il faut adapter votre codification en interne, en lien très important avec vos comptables ou vos experts comptables. Réaliser un rendez-vous avec le porteur du projet pour signature du contrat et finaliser les démarches. La signature du virement par le président trésorier au vu de dossier pour contrôle préalable. Et donc, pas du chèque? C'est-à-dire qu'on préconise fortement l'utilisation des virements et des prélèvements et pas l'utilisation de chèques pour payer le prêt d'honneur. Je reprécise parce que je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui font encore par moment des Bah, chèques. la moitié du réseau, en fait, Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on soit. Donc, vous avez répondu tous à un questionnaire il y a quelques semaines. Merci à tous sur votre utilisation d'IP2 plus vos pratiques en termes de prélèvement-virement. Beaucoup d'entre vous nous ont remonté dans le questionnaire. Bah oui, on fait des chèques parce que nous, c'est important le moment de la signature du contrat. Je me permets de faire appel à mes anciennes collègues, Lydie et Sabine. Est-ce que vous pouvez dire qu'on peut faire du présentiel en faisant du YouSign? Est-ce que vous pouvez nous faire juste 2 minutes de votre pratique? Voilà, c'est pas parce qu'on fait du YouSign et du virement pour le prêt qu'on ne peut pas faire du présentiel pour la remise de prêt. Bah, t'as tout dit là. Ouais, bah, dites-nous comment vous faites quand même, votre pratique. Alors moi, je me prépare les documents en amont. À la différence avec Arca, c'est que là, moi, c'est mon président qui signe en premier. Dans Arca, ce ne sera pas le cas, ce sera l'entrepreneur. Donc là, il va falloir qu'on retravaille sur le process. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en amont, on prépare les dossiers. Dans sa signature YouSign à mon président, on convie les entrepreneurs à une réunion collective. On met un approbateur, je ne sais plus le nom exact, dans YouSign. Donc, ma collègue qui anime la réunion atteste sans signer, mais elle atteste de la présence de l'entrepreneur. Et une fois qu'elle a attesté de la présence de l'entrepreneur, la signature part à l'entrepreneur qui signe à la fin de la réunion. Et le jour même, ensuite, Et le jour même, on fait les virements. Voilà. Mais ça, ce sera plus possible dans le sens où on ne pourra pas mettre le valideur, en fait. On ne pourra pas. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse dans quel ordre on va faire les choses maintenant. Mais en tout cas, voilà, les deux sont compatibles. Vous pouvez en faire un temps très solennel et pour autant, bah voilà, utiliser que vos trésoriers puissent signer ou vos présidents en avance et préparer vos ordres de virement une fois que vous avez eu ce rendez-vous avec les entrepreneurs. On est tous d'accord, je pense, autour de cette vidéo, que c'est un temps d'échange aussi, de mise en place du suivi. Donc, on sait que c'est important, mais en tout cas, les deux ne sont pas incompatibles. Donc, voilà, on va petit à petit vous faire part de comment on peut s'organiser pour garder les deux. Voilà. Donc, rassurez. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mon président ne veut pas ou ma directrice ne veut pas. Enfin, voilà. Donc, Le gros chèque après, avec le montant total pour les photos avec le panneau de Monsieur Bocquet. Oui, aussi. Et après, les retours qu'on a eus, c'est que c'est quand même plus apprécié les virements dans le sens où quand l'entrepreneur repartait avec son chèque, ça l'obligeait à faire un dépôt. T'en as certains qui le faisaient, ça m'est déjà arrivé, ça n'empêche pas. Et là, au moins, on est sûr que tout part sur le bon compte. Super, merci pour votre témoignage. Je te redonne la parole, Adil. Pardon. Donc, juste finir sur cette partie-là, la signature du virement par le président trésorier au vu du dossier pour contrôle préalable. Si délégation de signature au directeur prévoit un contrôle régulier, après, on l'a vu dans Arca, bon, dans le paramétrage, je ne sais pas, ils ont avancé ou ce qu'ils ont défini. La délégation de signature au directeur, il ne faut pas qu'elle soit éternelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit vraiment provisoire et qu'il faut que ça relève de l'exceptionnel. Si on veut vraiment appliquer tous les process de contrôle, de conformité et si on veut maîtriser le risque en interne. S'assurer que le porteur de projet s'est acquitté du versement de sa cotisation d'IT et de la garantie BPI, enregistrer l'entreprise dans le service d'alerte type Bodag.infogreffe et la mise à jour du déblocage de prêt dans IP2 et Arca bientôt.
J'ai répondu à Daniel à ta question. Oui, c'est le compte perso de l'entrepreneur, hein. C'est le prêt étant personnel, vous devez vous faire le virement sur le compte perso. C'est à lui de le basculer sur son compte pro. Les associations prélèvent directement sur le compte entreprise, c'est pour ça. Donc, on est bien Bah, d'accord. vous savez que ça peut être requalifié en créance commerciale? Dans ces Ouais, non, cas-là, mais on prend un risque, hein. nous, on fait sur compte perso, mais c'était une question, c'est pour ça. Donc, normalement, virement sur compte perso, prélèvement sur le compte perso. Oui, J'ai une question sur les comptes joints. Quand on a deux porteurs sur un même projet, est-ce qu'on peut mettre un porteur sur un compte perso et l'autre sur un compte joint? Est-ce que c'est un problème? J'ai le cas là d'un créateur qui est espagnol. Lui, il a juste le compte joint et sa femme, elle, a un compte perso. On ferait, ou est-ce qu'on peut faire les deux sur le compte joint? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? ce qui est important, je pense, c'est que tu aies bien écrit les régimes matrimoniaux sur ton contrat de prêt, hein, puisque ça, automatiquement, c'est automatiquement écrit. Pour moi, à partir du moment où on a un compte joint et un régime matrimonial, ça reste un compte perso. Je vois pas, je D'accord. vois pas Bon, d'opposition comme ça juridique. Après, je sais pas, Adil, on peut faire remonter, mais je pense pas qu'il y ait de souci, hein. Ça me. Oui, je le prends en note, mais Mm. je n'ai pas trop les pratiques au niveau parce du que moi, j'ai eu regroupement. le cas où, parce que BPI refuse de mettre le même RIB pour deux porteurs. Il faut Ah, deux RIB différents. Et donc, ça obligerait de faire l'un sur le compte joint et l'autre sur le compte perso, sur un compte perso. ok. Bon, bah, on prend le point. Après, si c'est. Bah, ça m'intéresse de leur montrer aussi pour connaître le retour de la sécurité financière chez BPI sur pourquoi ils veulent pas mettre sur le conjoint. Comme ça, on aura D'accord. peut-être un peu d'explication. Merci pour ta question, Merci. Ouais, moi, Sandrine. j'ai déjà le cas chez Amy. Hélène, je ne crois pas que BPI refuse le compte joint, c'est de refuser deux prélèvements sur le même compte. Ouais, mais c'est ça qu'il faut qu'on voit Oui, pourquoi, d'accord, oui. d'un point de vue de la sécurité financière, ils le font. Ils le refusent. Oui, il y a une autre question, j'ai entendu. Non? Si, si. C'est bon? On continue? Allez, on continue S'il n'y a pas et de question. on prend ce point. Est-ce qu'on arrive au suivi des impayés? Alors, sur le suivi des impayés, enfin, là, on a mis un process en place, mais c'est un process en place classique dans le cadre du recouvrement d'une créance. On insiste vraiment que ce process des impayés, tout le monde est responsable, hein, du chargé de mission, du directeur jusqu'au trésorier, et on va arriver au comité des risques. C'est-à-dire le recouvrement de la créance, il faut qu'on ait un minimum de traçabilité du process envers le porteur de projet. Donc, et en prenant en considération les règles de provisionnement d'Initiative France recommandées dans la norme comptable. Donc, quand on constate le premier impayé, normalement, on doit faire un appel soit téléphonique, soit une relance par courrier envoyée sous 10 jours. On met à jour la situation du porteur de projet dans ARCA. Et dans ARCA, encore une fois, ceux qui ont participé à ces ateliers-là, ça va vraiment être bien encadré parce qu'on va, on va retrouver ce qu'ils appellent en fait des cases pour chaque porteur de projet. Ça veut dire chaque impayé, on le constate, euh, on fait notre relance téléphonique, courrier, tout est formalisé, il y a une traçabilité derrière dans le process. Si régularisation et collaboration par le porteur de projet, ben, la mise à jour sera faite aussi dans cette partie case. Si ce n'est pas fait, on passe au deuxième degré, c'est-à-dire deuxième impayé, deuxième relance, envoi de courrier de relance. Pareil, si collaboration, ben, ça sera mis à jour automatiquement. Si pas de nouvelles du porteur de projet pour X raisons, on passe au troisième impayé, mise en demeure, et surtout déclaration sur les pays et mise à jour dans ARCA. Et à partir du quatrième impayé, normalement, les règles de provision, la première provision sera calculée automatiquement dans ARCA. S'il y a reprise et tout ça comptablement, tout sera fait d'une manière automatique.
Donc voilà, pour moi, ça, c'est une étape très, 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 très importante. Il faut que tout le monde soit vigilant parce qu'en fait, derrière, il y a enfin, il y a des indicateurs enfin, des indicateurs d'analyse, des points d'alerte. Des fois, on se pose la question, on se retrouve dans des cas où on a des taux de provision qui sont trop élevés, on a des taux de perte qui sont trop élevés, des fois, on n'a pas d'explication. Des fois, on subit un peu comment dire, le résultat de la gestion justement de ces impayés des années précédentes qui n'était pas enfin, très au carré. Donc voilà, donc pour essayer de structurer cette partie-là, la gestion des impayés et le recouvrement de la créance, on préconise et on recommande cette application de ce process qu'on a traduit dans ARCA et qui va faciliter, on va dire, la gestion quotidienne tous les jours et surtout qu'on peut sortir de sorte des documents de reporting sur le suivi des impayés aux trésoriers et aux instances politiques qui seront concernées. Après, sur la phase, juste une petite précision, sur la phase contentieuse, on a mis phase contentieuse, mais après, on a laissé le choix à chaque association, parce qu'il y en a qui font appel à des sociétés de recouvrement, il y en a qui font appel à des avocats, donc on a laissé cette partie-là libre à chaque association. S'il n'y a pas de questions, on peut passer. Passage en perte. Dans le process, non, c'est une question. On ne voit pas les options en cas d'impayé isolé. Oui, bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est en fait quand on a un ou deux impayés qui vont rester isolés, dans Arca, est-ce qu'on pourra gérer automatiquement un report en fin d'échéancier, par exemple? Parce que du coup, on provisionne aussi, c'est pareil qu'à partir du troisième impayé, mais des fois, il peut arriver qu'on ait une ou deux échéances qui traînent un peu dans le temps. Est-ce qu'on pourra du coup avoir la main pour faire des actions là-dessus? Et au niveau du process, c'est quoi nos options en fait? Exactement. En fait, quand il s'agit d'un impayé ou deux ou trois, et après, on rentre en relation avec le porteur du projet, s'il passe par des difficultés, c'est que la recommandation, c'est vraiment faire un avenant du contrat, recalculer l'échéancier et tout mettre à jour dans Arca. Et il faut pas laisser les deux, l'impayé ou les deux, une mensualité ou deux mensualités à la fin. Enfin, on dit il va rembourser à la fin de la durée du prêt. Non, vous pouvez tout faire sur Arca normalement, avec un avenant de contrat, avec une signature encore une fois électronique avec le porteur du projet, avec tous les systèmes de validation en interne, par le directeur et le trésorier, et rééditer un autre plan de remboursement en fonction de ce qui a été convenu. Oui, merci. De rien. Alors, toujours dans le cadre de suivi des impayés, donc c'est-à-dire quand on passe des provisions, on fait des reprises et tout ça, quand la créance n'est plus recouvrable, on passe aux pertes. Donc, la décision du passage en perte donc, ressort normalement du comité du risque. Sur présentation, présentation du directeur à ce comité. Donc, les pertes définitives sur prêt doivent être constatées dès lors que l'ensemble des recours possibles a été exercé et après. Proposition par le directeur au comité des risques, validation par le bureau de la liste individuelle et du conseil d'administration pour le montant global. Le passage en perte est effectué en principe après demande et réception d'un certificat d'irrécouvrabilité obtenu d'une société de recouvrement, d'un huissier, d'un mandataire ou d'un juge. Bon, ça c'est dans un monde idéal. Hein. Encore une fois, chaque association a son propre fonctionnement. Et ce passage en perte doit être effectué à minima une fois par an. Et qu'on ne se retrouve pas avec ce que j'ai dit tout à l'heure, des taux de provision trop élevés qui sont répercutés d'un exercice à un autre. Donc, le travail de passage en perte doit être fait régulièrement et sérieusement chaque année dans le cadre de la permanence des méthodes et pour éviter les à-coups de résultats et les rejets de garantie.
Donc là, je vous fais un petit rappel sur la mise en jeu de la garantie BPI, BPI France. Donc la garantie mise en jeu, si l'entreprise bénéficiaire fait l'objet de liquidation judiciaire, d'une procédure de rétablissement professionnel ou d'une cessation d'activité ou liquidation amiable. Alors, pour le cas de liquidation amiable, liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel, l'association doit interrompre les recours contentieux et prélèvement d'échéance du prêt. Pour les délais, déclarer l'événement générateur dès sa connaissance sur l'extranet BPI France, délai 1 an, déclarer la mise en jeu de la garantie. Et normalement, je sais qu'il y a un sujet aussi entre ARCA et BPI, normalement, ils sont en train de travailler sur l'interfaçage et la communication des deux systèmes, c'est-à-dire dès qu'on constate ce genre de situation, on peut communiquer, faire la déclaration auprès de BPI et vice-versa. À confirmer avec Christophe. Oui, mais c'est le projet. Donc C'est le voilà, projet, c'est oui. que l'opérationnalité ne sera faite que en 2024. D'accord. C'est Ok. ça. C'est que la communication entre ARCA et l'API globale de BPI France est en train d'être étudiée et donc du coup, ça sera opérationnel pour le déploiement global, je pense, de ARCA dans le réseau en 2024. Du coup, ce ne sera pas opérationnel pour Auvergne-Rhône-Alpes tout de suite. Comité des risques, Adil, parce que Comité des risques, le oui. temps avance. Alors, le comité des risques, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a précisé, c'est vraiment anticiper le risque, apporter une vision globale de l'association en matière de gestion financière sur le dispositif de pilotage, l'analyse des indicateurs, la sinistralité, le suivi des encours. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante parce qu'elle est plus courte et plus synthétique parce qu'elle reprend pas mal de choses. Oui. Merci beaucoup. Dans le rôle du comité des risques, donc le suivi des prêts, c'est-à-dire suivi des impayés, la validation des réchelonnements et les avenants, c'est ce qu'on vient d'évoquer à l'instant en cas de difficulté, la proposition des provisions et pertes et les mises en contentieux au conseil d'administration pour décision, suivre les prêts non décaissés. Je rappelle que ça, c'est une information très, très importante qui est hors bilan et quand, dans le cadre de la norme comptable, on exige la précision de cette information. Les prêts non décaissés au 31/12, à combien le montant s'élève. Et la présentation d'état semestriel au conseil d'administration. Le contrôle de l'effectivité des procédures, c'est-à-dire toutes les procédures du contrôle interne, tout ce qu'on a vu sur le recouvrement, les systèmes de validation, fait partie du comité des risques, l'audit de l'organisation, du contrôle de gestion, suivi des recommandations du CAC. Parce qu'en fait, ce travail quand on dit que ce passage en perte doit être fait à minima une fois par an, ça veut dire qu'il y a un travail préalable de ce comité des risques, que j'ai oublié, enfin, je n'ai pas précisé, c'est présidé par le trésorier. Donc, ce travail préalable d'analyse, il est fait avec le directeur et ensuite, ça rentre dans les travaux de clôture au 31 décembre pour proposer la perte définitive sur un prêt. L'analyse des encours, vérifier l'exhaustivité des encours, apprécier l'évolution des encours douteux, analyser les taux de provision et taux de perte. Ça, c'est les deux indicateurs qui évoluent d'une manière mécanique. J'insiste encore une fois, parce qu'un taux de provision sur un exercice, il est élevé, forcément l'exercice suivant, si on fait bien le travail. Il y a beaucoup d'associations qui commencent à comprendre un peu l'utilité et l'intérêt de suivre ces indicateurs. Quand il nettoie les comptes, forcément le taux de provision il baisse, le taux de perte il augmente et retrouve une certaine stabilité sur l'exercice suivant. L'analyse du coût du risque et dernière mission, c'est la revue annuelle pour le conseil d'administration. C'est la synthèse des recommandations pour le conseil d'administration, la revue des indicateurs financiers et normes comptables et aussi la préparation des comptes, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure sur les provisions et les pertes.
Donc vraiment, ce comité des risques, il a un rôle d'aide à la décision pour le conseil d'administration et un rôle très très important pour trouver une gestion financière saine au sein d'une association, que ce soit en matière du risque, de pilotage ou de suivi des indicateurs financiers. Beaucoup d'entre vous, en fait, c'est des choses que vous faisiez parfois en bureau, parfois dans des commissions dédiées. Voilà, là, il faut constituer votre comité des risques avec les bonnes personnes et voilà, continuer effectivement tout ce que vous faisiez en termes de calcul de taux et puis la mise en place, le choix pour vos provisions et contentieux. Euh, Nous, on voulait s'arrêter 30 secondes. Enfin, on avait évoqué avec Marilyn, ça nous avait posé question des membres indépendants de la gouvernance. Donc, on a relu la foire aux questions. Et du coup, la gouvernance, en fait, c'est le bureau. Donc, en fait, il vous faut que ce soit le trésorier, enfin, Adil, hein, tu me dis si je me trompe, mais c'est le C'est exactement trésorier le point qui que j'avais évoqué. préside, c'est le trésorier qui préside ce comité des risques. Et ensuite, vous prenez 2 autres membres indépendants de votre gouvernance, donc hors bureau. Mais vous pouvez aller au sein de votre conseil d'administration ou au sein de votre comité d'agrément. C'est ça, hein? Exactement. Voilà. Donc, vous avez le choix un peu de savoir avec qui vous souhaitez travailler. Je pense que, alors, voilà, moi, c'est mon analyse. Un membre de comité et puis un membre du CA, ça peut être vraiment intéressant parce que du coup, il y a les 2 vues, plus le trésorier. Je pense que c'est un bon mix pour le minimum. Et du coup, Yael nous demande, c'est une question aussi qu'on se posait, mais je crois que c'est 2024, le délai pour être opérationnel sur ce comité des risques. Aujourd'hui à midi. Bah, la bonne blague. Euh, ouais, un autre point. Non, je l'ai mis au démarrage du document. Oui, tu as dit 2024, tu l'as mis. C'est un critère de qualification de fin 2024. Voilà, et puis nous, vous allez voir tout ce que vient de vous présenter Adil, et tu l'as dit Du coup, ça plusieurs veut dire fois. que fin 2024, il faudra faire les 2 comités? Il aurait fallu faire en 2024 les 2 réunions? On est en 23, on est en Ah non, 23, c'est l'année Oui, prochaine. oui. Non, mais ça veut dire qu'il faut le mettre en place là en janvier 2024 oui. pour pouvoir faire les réunions en Ouais. 2024, c'est bon? Et j'ai Ouais. envie de vous dire un peu plus tôt, parce que en fait, c'est ce qu'on est en train de dire avec Adil. Arca, il a été en fait conçu sur cette base-là. Donc, vous allez voir que les rôles dans Arca, pour décaisser vos prêts, pour mettre vos prêts en contentieux, c'est lié en fait à ça. Et donc, il y aura les personnes que vous allez mettre dans le comité des risques, c'est elles aussi qui auront un rôle d'action en fait dans Arca pour traduire vos décisions dans le SI. Donc du coup, de toute façon, c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'essayez avec vos équipes internes, CA, bureau, mettez-vous en ordre de marche, discutez-en maintenant et mettez-vous pour que ça fonctionne bien à partir du début d'année prochaine parce que du coup, les 2 vont être liés. Et comme nous, on part sur Arca maintenant, voilà, ça va aider à la mise en place. Le trésorier, dernier petit zoom, il a un rôle de plus en plus important. Il l'avait déjà, mais là, c'est bien écrit. Alors, encore une fois, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur le guide des procédures, il ne faut pas le prendre comme une contrainte, mais comme c'est un outil vraiment structurant pour le bon fonctionnement d'une association locale. La fonction du trésorier, c'est pas pour faire peur, mais en fait, c'est une fonction qui est très, très importante. Et si on applique les règles comptables, les règles de gestion, normalement, ça doit bien, bien se passer, et surtout en collaboration avec toutes les instances politiques en interne, tous les salariés permanents et surtout le directeur, et justement ce fameux comité des risques. Donc voilà, le trésorier occupe un rôle clé pour le bon fonctionnement de l'association. Ses missions principales, et juste une petite parenthèse, vous allez retrouver ça aussi d'une manière encore plus approfondie dans l'académie, dans le module de la gestion financière, où on rappelle aussi, on le rappelle, pas d'une manière pédagogique,
Voilà, je vais au bout. On avait fait la slide pour Ah, l'académie, d'accord, ok, pour vous d'accord. rappeler. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, donc l'édition principale, c'est la bonne tenue de la gestion comptable et financière. Ce que j'ai dit, l'application des règles de gestion associative, l'élaboration du budget prévisionnel de l'association et assurer un contrôle budgétaire. Ça, ce point pour moi, il est primordial et très, très, très important. Quand on parle de budget prévisionnel, on parle sur la partie activité de fonctionnement. Et il est très, très important que le budget soit établi avec les différents acteurs en interne, parce que le budget, c'est une expression de besoin de projet de l'association, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de projets qu'on veut mener sur un exercice, que ce soit sur la communication, sur la formation, sur plein de choses. Donc, établir un budget, le suivre, l'actualiser, quand je dis actualiser au moins une fois par semestre, c'est quelque chose de très, 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 très important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se retrouve, je ne dis pas dans toutes les associations, avec des résultats de fonctionnement qui sont négatifs, alors qu'on a établi un budget et on est incapable de donner des explications. Pourquoi, comment, et tout ça. Et des fois, on se retrouve dans des situations où le trésorier n'est pas au courant, bref. Donc, on insiste vraiment là-dessus. Notre cible, dans le cadre de la commission des finances, on va aborder le sujet avec tous les membres, inclus Marline et Serge, sur la mise en place d'un budget modélisé pour toutes les associations, qui va leur permettre de bien suivre et l'actualiser au fil de l'exercice et qui va nous permettre aussi de consolider tous ces budgets de fonctionnement et qui, ce qui va nous permettre aussi d'avoir des analyses euh, plus, plus approfondies sur tout ce qui est charges, masse salariale et tout ça en termes d'évolution. Bref. Il préside le comité des risques de l'association et il gère les relations financières externes et internes. Il a vraiment un rôle d'interface en interne avec les instances politiques, avec les salariés, avec le comité des risques et avec l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Il assure l'application de dispositifs visant à sécuriser les flux financiers entrants et sortants. C'est ce qu'on a dit dans le cadre de tout ce qui est circuit de validation et signature dans le cadre d'ARCA et de contrôle en interne. Veiller à la qualité des états financiers, plus globalement l'information financière produite, en prenant notamment contact avec l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Il établit son rapport financier ou son rapport d'activité. Pour le profil, déjà au fait de notre fonctionnement de nos activités, vous souhaitez prendre une part plus importante donc, dans la dynamique associative et dans la gestion comptable et financière de l'association. Adhérer aux valeurs du réseau initiative, confidentialité, écoute, bienveillance et professionnalisme. Je rajouterai une appétence aussi pour les chiffres et agir d'une manière désintéressée et placer l'intérêt de l'entrepreneur et de l'association au premier plan de toutes vos actions. Donc, Voilà. effectivement, on rappelle ce parcours académie pour les présidents, les trésoriers. Vraiment, on vous a remis le lien. Mercredi, il y a eu le webinaire Initiative France qui vous présentait l'académie. Ils nous ont dit que vous pouviez encore vous inscrire. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et je dirais que le module Je pilote, c'est président, trésorier et directeur ou responsable de plateforme, d'association locale. C'est pas que président, trésorier, c'est également pour les responsables de plateforme. Même si on est dans le réseau depuis très très longtemps, on reprend en partie la norme comptable et les exigences. Voilà. Je trouve que c'est bien aussi de le faire. Moi, je suis inscrite et j'ai l'intention de le faire. Ouais. L'expert comptable de l'association, le banquier et si un élu ou salarié d'une collectivité locale finançant l'association ne peuvent pas être trésoriers de l'association. Très important, ça fait partie des points des incompatibilités. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, tout ça, ça fait le lien. Enfin, en tout cas, ARCA a été conçu sur la base de cette organisation. Effectivement, dans ARCA, vous aurez les personnes morales, personnes physiques, mais comme vous l'aviez aujourd'hui dans IP2, qu'elles seront identifiées par
par un identifiant unique, donc soit par leur sirène, soit par leur numéro en tout cas qui permet de les identifier, et elles seront reliées dans le système en fonction de leur statut, qu'elles soient adhérents, salariés, bénévoles, associés. Et donc, chacun aura des droits d'accès différents selon les profils. Donc, on va vous partager, et c'est pour ça qu'en fait, je le redis, on voulait vraiment insister dans la visio sur ces rôles de chacun que vous devez déterminer, parce qu'ils auront des rôles dans Arca, et comme pour nous, ça arrive de manière très vite, il faut que vous puissiez en parler en interne sur le qui fait quoi et comment vous voulez vous organiser. Donc, on vous montre, on vous partage ce qui est prévu. Voilà, donc on est en train de terminer en tout cas. Vous verrez que chacun a donc un rôle et des accès et une possibilité de faire des choses ou pas. Si on revient sur le trésorier, c'est lui qui va être responsable du décaissement du prêt, c'est lui qui va pouvoir enclencher dans Arca le décaissement de votre prêt d'honneur par YouSign. Le président, on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui signe les contrats, donc c'est lui qui va avoir l'accès via Arca pour signer les contrats en signature électronique. Voilà. On va pas tout détailler chaque rôle, hein, puisqu'on aura une formation dédiée à ça. Mais du coup, c'est important aussi quand vous allez choisir le qui fait quoi dans vos associations, de leur dire qu'ils auront des actions à faire dans le SI métier pour que ça puisse fonctionner. Donc, ou pour le dire autrement, ça sera plus possible qu'une seule personne dans l'association fasse tout. Et donc, il faut absolument que chacun puisse savoir en avance, avant de s'engager, quel rôle il aura. Voilà, il y aura un responsable du décaissement. Donc, celui qui décaisse n'est pas celui qui décide. Le président de comité aussi d'agrément, cette fois, aura bien un rôle aussi de validation de la décision des comités. Donc, il va acter en fait les décisions qu'aura pris son comité dans le SI métier. Voilà, puis on l'a dit tout à l'heure, la partie risque, il y aura bien quelqu'un dédié pour le passage en recouvrement et le passage en perte, puisque pour rappel, Arca est bien prévu pour être solidifié et consolider votre gestion financière de fonds de prêt. Et donc, du coup, tout ça, ça va être géré par Arca et par des personnes dont les rôles sont attribués. Mais ça, on aura l'occasion un petit peu de redétailler ça la semaine prochaine. Le 3 octobre, on refait une visio consacrée à Arca pour vous donner les dernières informations et comment le déploiement va se dérouler en Auvergne-en-Alpes. Donc, on fait ça mardi prochain à 10h30. La formation, hop, bon, on l'a dit, on vous l'a montré tout à l'heure. Et Marilyn l'a rappelé, donc le module je pilote et puis le module j'accompagne, mais j'ai envie de dire même conseil, même si vous êtes chargé de mission depuis plus de 10 ans au sein du réseau initiative, je crois que c'est pas inintéressant de faire le parcours, voir un petit peu ce qu'ils préconisent, et je pense que vos membres de comité aussi, ça peut être intéressant qu'ils participent, ça permet de rechallenger aussi la manière dont on fonctionne dans son comité, la posture qu'on doit avoir. Je crois que ça peut faire partie des sujets. C'est pas inintéressant de le reproposer même à des gens qui sont là depuis très longtemps dans vos associations. Donc, c'est l'Académie Initiative et le lien d'inscription, il sera dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer après la visio. Oui, Yael, une question. Oui, du coup, la formation Arca, on bloque toujours le 16 et 17 novembre Pour l'instant, on vous refait le point sur le déploiement la semaine prochaine. Ok. Ah, dommage, Christina a été obligée de nous quitter, donc elle ne nous dira pas comment elle s'est positionnée. On a été un peu long. Ouais, et écoutez, ce que je ferai, c'est que je l'appellerai, puis je vous ferai son retour avec le document support là d'aujourd'hui.
qu'on va vous transmettre. Est-ce que vous avez des dernières questions à nous poser? Ou est-ce que vous êtes en difficulté sur certains sujets? Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous pensez à quelque chose, ou même dans le cadre du dossier Performine et toute cette mise en place et cette application des process, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, que ce soit moi ou Arnaud, Guillaume. Petite question, oui, sur le comité des risques. Donc, on a dit qu'il y avait 3 membres, le trésorier et 2 membres indépendants qui n'étaient pas au bureau. Est-ce que le président, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même dans ce comité des risques une grosse partie qui concernait les mises en jeu des garanties clients et tout ce qui concerne les provisions. Est-ce que on peut demander, même s'il ne va pas voter, de venir au président ou pas pour participer? Parce que quand même, quelque part, les décisions des mises en jeu et tout, ça le concerne un petit peu. Mais je pense que même je pense qu'on peut inviter le président et même plus loin, on peut inviter aussi l'expert comptable ou le commissaire aux comptes s'il y a des points particuliers. Oui, oui, s'il y a des points particuliers, mais de Ouais, manière non, bien récurrente. sûr. Ouais. Même si Alors, j'ai bien compris qu'ils ne participaient pas aux décisions. tout à fait. Ils ne sont pas membres du comité des risques, mais ils peuvent être invités. OK. Alors après, peut-être une suggestion, puisqu'on parle de 2024, puisque le comité des risques, il y a une fonction, effectivement, c'est suivi des prêts, des encours, et puis après, il y a une autre sur l'application des procédures, puis une revue annuelle pour le CA. Ce qui serait peut-être bien pour ceux qu'on n'a pas mis encore en place, c'est peut-être tout de suite en mettre en place au février-mars, quand on arrête les comptes, uniquement avec cette mission. Et comme ça, progressivement, il monte effectivement en puissance. OK. Merci. Ah, alors ça c'est intéressant. Lydie demande si on pourrait avoir aussi une trame de PV de comité des risques. Il y a quelque chose qui est prévu là-dessus? Je dois vérifier avec Arnaud et je vous Ouais. ferai un retour, oui. Mais c'est vrai que ça peut être aidant, comme ça permet qu'il y ait un modèle et puis d'acter les décisions. Moi, je pense qu'on peut peut-être. Après, dans le guide des procédures, on a déjà des tableaux, hein, donc après, pour aider à la décision, si on repart des tableaux avec ce qui est demandé dedans, ça fait le PV, hein. Après, il y a aussi une autre chose qui est suggérée dans la préparation, enfin, qui est proposée, et l'autodiagnostic de l'organisation actuelle de l'association, procédure, suivi des impayés. Pareil, sur ces sujets-là, ça peut être pas mal ou faire un partage d'expérience. Je trouve que ce serait intéressant d'échanger sur comment ceux qui l'ont fait s'y sont pris, quels documents ils ont mis en place, des choses de cet ordre très pratico-pratique, mais qui ont gagné du temps. Oui, un système de grille d'auto-évaluation. Ouais. En toute franchise, c'est pour ça, Hélène, que je suggérais qu'il y ait un mail qui passe d'Initiative France vers les présidents, parce que je vois bien là sur les 2 assos qu'il n'y a pas le même niveau de réaction, quand bien même on en parle. Il y a le fait qu'il faut le faire. Il y a la conscience de l'urgence à pas trop tarder à se mettre en route, quoi. Ouais, je pense. De mobiliser des bénévoles, ça leur fait pour certains, y compris quand ils sont du monde des chiffres, plutôt peur. La réaction est encore un truc. Donc on rame un peu des fois à les embarquer sur l'utilité, quand bien même, et là Hélène, ça te parlera, on est sur une structure où on a une procédure interne, on était ISO machin truc. Ouais, je pense que nous, on peut, Serge, je pense qu'on peut le rappeler au prochain CA aussi, parce qu'on vient de se dire au CA du mois de novembre, on pourra rappeler au président, je ne vais pas dire le caractère d'urgence, mais quand même, il faut se mettre en ordre de marche. Ah, vous avez le micro couplé, Marilyn et Serge. J'arrive. Bon, effectivement, je crois que c'est le 7 novembre, non? 8, on a dit. Le 8 novembre. Oui, l'invite n'est pas parti encore, mais Voilà, le 8 novembre, il y aura un CA. Il y aura un On va CA. aborder le sujet. Et
Donc, on abordera effectivement différents sujets, mais celui-ci sera à l'ordre du jour. Et on rappelle souvent le CA, je veux dire, c'est aussi le calendrier avec les obligations, je veux dire, la montée en puissance euh, effectivement de la norme. Et puis là, c'est le comité des risques, la mise en place du comité des risques. Et je pense que si le président de Chablais est là, ou d'autres, effectivement, il y aura un échange sur les expériences. Mais ce que je dis, il faut démarrer tout de suite en 2024. Et le premier, ça correspond un peu à, je dirais, une question de calendrier. Parce qu'avant pour arrêter les comptes, il faut arrêter effectivement travailler sur les impayés, sur les provisions. Bah, ce sera peut-être la première réunion du comité des risques. Ça lui permettra de monter en puissance après. Juste pour répondre à Florence, les éléments ont été envoyés à chaque association par Initiative France, mais j'ai les tiens, donc je te les enverrai après la réunion. Florence, Du coup, la question, c'est pas pour les miens, c'est pour qu'on sache où on se situe oui, par mais rapport à la moyenne du réseau. dedans, tu as les tiens et tu as les taux régionaux et les taux nationaux, je crois. Si je Ah me oui, trompe. super. Oui, c'est sûr. Voilà. Merci. Donc, tu as 3 niveaux, tu pourras donc voir comment tu te situes. Ok, merci. Voilà. Et puis effectivement, je pense, appelez-nous, voilà, si c'est compliqué au sein de vos associations pour qu'on puisse vous accompagner, voilà. Ou s'il vous manque des éléments, vous savez que l'équipe nationale, donc Adil, Guillaume et Arnaud sont là pour vous répondre. D'où l'équipe de la coordination aussi, on se fait le relais et on a des éléments. Donc revenez vers nous si vous avez à gérer une complexité. Et puis, vos présidents seront sensibilisés parce que nous aussi, nous devons mettre en place notre comité des risques. Ouais, parce que jusqu'à présent, c'est moi qui le présidais, avec membres trésoriers et puis expert comptable et CAC. Donc, nous, on n'est pas non plus, on doit effectivement modifier notre composition. Donc, comme c'est vos présidents qui sont membres du conseil d'administration, il va falloir qu'on ait 2 présidents qui ne soient pas dans le bureau, qui rejoignent le comité des risques de la coordination. Donc, parlez-en. Voilà. Et juste pour information, surtout pour Florence, sur les indicateurs financiers, oui, on les a transmis, j'avais transmis ça, je crois, au mois de mars-avril, et on a organisé, si besoin, des réunions avec les associations qui le demandent, et pour l'interprétation justement de ces chiffres et ces indicateurs, que ce soit sur la partie prêt ou sur la partie fonctionnement et activité. Donc, si besoin, n'hésite pas à me solliciter pour se bloquer une petite session d'une demi-heure, 1 heure. On reparcourt le document et t'expliquer un peu comment on a calculé, comment on interprète et surtout par rapport aux moyennes au niveau du réseau. Ok, c'est parfait, parce que du coup, moi, j'avais travaillé un peu dans mon coin et ça me permettra de voir si ce que j'avais trouvé est trop éloigné ou pas de ce que vous avez calculé. Voilà, très bien. On coupe la visio. On se retrouve. Enfin, s'il n'y a plus de questions, mais je ne crois pas. Je crois qu'on a épuisé les questions. Merci, Adil, de t'être rendu disponible pour Auvergne-Rhône-Alpes ce matin. Et merci à tous. Du coup, semaine prochaine, même heure, même endroit. Et on poursuit un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui en allant un peu plus dans le détail pour le déploiement d'Arca en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Bon. Merci à tous. Bon Bonne appétit. journée. Ouais, bon appétit. Au revoir. Et oui, je coupe l'enregistrement et on vous envoie les